Vous savez bien que je lis et que je réponds à toutes les questions que vous me posez en commentaire et je vous le prouve dans cette vidéo. Salut les investisseurs intelligents, j'ai le plaisir aujourd'hui de faire une séance de questions-réponses directement avec vous. J'ai donc pris mon ordinateur, j'ai toutes les questions YouTube que vous me posez régulièrement et là j'en ai trouvé quelques-unes et je me suis dit Rodolphe, tu vas faire une petite vidéo avec parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. C'est parti, on commence avec la question de pleine campagne. Petite question, je vais acheter ma résidence principale. Le paiement sans crédit est-il un argument et comment le formuler pour obtenir un meilleur prix? En vous remerciant. Écoute, pleine campagne, effectivement, c'est un immense argument pour la vente que de dire à ton vendeur que tu ne vas pas mettre la clause suspensive d'obtention de prêt. Ce qui veut dire qu'avec toi, ton vendeur est sûr et certain que la vente ira jusqu'au bout, car si tu te retires de la vente, tu risques d'y laisser ton séquestre de 5% parce que tu ne pourras pas dire que tu n'as pas eu ton prêt, étant donné que d'ores et déjà à la négociation, tu lui as dit que tu allais acheter ce bien-là cash, sans faire de crédit, complètement sur tes fonds propres. C'est donc là un argument qui est très intéressant, mais qui doit être rémunéré par une baisse de prix. Moi, j'utilise cet argument-là pour dire au vendeur, écoutez monsieur le vendeur, je vais acheter votre bien immobilier sans faire de crédit. En revanche, je n'achète pas 100 000, je vais l'acheter 90 000. Et s'il met un peu de temps à le vendre et qu'il a son bien depuis déjà un certain temps sur les bras, eh bien, il pourra accepter votre réponse, surtout si c'est un vendeur fatigué et qui a déjà eu plusieurs ventes qui ont, entre guillemets, capoté sur le bien qu'il souhaite vous céder. Il a déjà eu plusieurs refus de prêt de potentiels candidats acquéreurs qu'il avait eu juste avant. Avec vous, il est certain que la question du refus de prêt ne se pose pas. Vous n'avez pas besoin de prêt. Ensuite, la question de drôle funny. J'ai une question s'il vous plaît. Il y a une semaine, on est allé voir une agence de courtier, moi et mon mari. Et ils nous ont catégoriquement dit que c'est fini, les prêts pour le locatif, et je risque de ne pas avoir un autre prêt pour la maison principale. Est-ce vrai? Merci à vous. Alors écoute, drôle, funny, en toute honnêteté, j'ai actuellement des dizaines d'élèves dans mon programme de formation qui arrivent à acheter des immeubles de rapport avec 25 ans, avec 36 mois de report, avec le financement des frais de notaire et parfois même du mobilier. Donc, si ton courtier t'a dit ça, je te demanderai une seule chose, drôle, funny, c'est d'aller voir d'autres courtiers ou d'aller voir directement ton propre banquier parce que tu as aujourd'hui beaucoup plus de chances d'obtenir ton crédit directement avec une banque ou ta banque. Ce n'est en général jamais ta banque qui va te faire les meilleures conditions parce que tu ne vas pas faire rentrer un nouveau client, tu es déjà cliente chez elle. En revanche, si tu vas voir la banque concurrente pour obtenir un crédit, elle va forcément te faire plus d'offres, plus de facilité parce que elle va simplement te dérouler le tapis rouge pour que tu puisses venir y mettre ton argent. Et en priorité, vous devez choisir le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, le Crédit du Nord, le Crédit Mutuel. Bref, choisissez en priorité les banques dont il y a le mot crédit dans le titre. Ce sont les banques dont le crédit est le métier. Vous avez donc beaucoup plus de chances d'obtenir un crédit immobilier pour du locatif au Crédit Mutuel que à la BNP, que à la Société Générale. Bref, je ne vais pas vous faire là toutes les banques, mais voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est ma propre expérience qui vous parle. Ensuite, nous allons répondre à la question de Lynn Shaw. Super vidéo, merci. Je souhaiterais avoir votre avis sur le grand reset en vous remerciant. En toute honnêteté, lorsque j'ai préparé cette vidéo, je suis allé sur Google et j'ai tapé le grand reset point d'interrogation. Et là, je suis tombé dans les recommandations du site sur un forum dans lequel plusieurs personnes parlent et sont en train d'échafauder une théorie qui dit que le Covid actuel, la crise économique, eh bien, sont une manipulation de grandes puissances de ce monde, des grands milliardaires ou des grandes entreprises, des laboratoires pharmaceutiques et qu'ils veulent en fait assouvir l'humanité à une nouvelle forme d'esclavage. Enfin bref, pour moi j'ai lu ça, en toute honnêteté, c'était de la science-fiction. Pour moi, le grand reset, ce sont des théories qui sont échafaudées par des personnes qui nourrissent intimement un sentiment de victime et lorsqu'ils lisent ce genre de choses ou lorsqu'ils croient au lobby ou à ce genre de choses, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais viennent nourrir quelque part et viennent être rassurés dans leur caractère de victime. Mais je pense en tout état de cause que si vous alimentez et que vous pensez être une victime de la société, du contexte, du Covid, de je ne sais quoi et que vous n'avez pas de solution et que vous ne savez pas rebondir, en toute honnêteté, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'arrêter votre abonnement Netflix, de passer un peu moins de temps devant la télévision
et de dépenser l'argent, vos économies dans des livres. Les bonnes librairies sont maintenant ouvertes, donc vous y allez, vous regardez les livres de développement personnel. Bref, vous passez votre temps à mettre du bon carburant dans votre cerveau. Dites-vous que la télévision, c'est de la nourriture visuelle. C'est comme si je vous mettais un plat, au lieu de vous mettre des haricots verts et puis des bons ingrédients, eh bien je vous mettais que du McDo tous les jours. Bah forcément, au bout d'un moment, vous allez devenir gros et puis vous allez régler votre alimentation en fonction de ça. Mais vous ne vous voyez pas parce que c'est lent et c'est insidieux, la manipulation que peuvent faire les médias à long terme. Moi, il y a maintenant quelques années, ma télévision est tombée en panne et ça a vraiment été un cadeau du ciel. Je ne suis jamais allé la récupérer. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si vous pouvez faire la même chose, eh bien, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Maintenant, la question suivante, la question de Slam de France. Franchement, sur ta chaîne, tu donnes des vrais tips, merci. Ah, bon, il n'y a pas de question, mais c'est bon, merci beaucoup. Maintenant, la question de Jérôme Bardot. Bonjour, j'aimerais savoir ce que tu penses d'acheter un bien immobilier à Dubaï. Apparemment, les prix ne seraient pas excessifs et sans taxes. Merci pour tes bons conseils. Alors écoute, Jérôme, en toute honnêteté, je n'ai jamais rien acheté à Dubaï, donc je ne sais pas comment ça se passe en termes de taxes, en termes de plus-value, en termes de succession, en termes de frais de notaire, est-ce qu'il y a des notaires, bref, je n'en sais absolument rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu achètes dans un pays qui est loin de chez toi, dans une monnaie différente, avec une culture différente, avec des mœurs différentes, avec tout un tas de choses, avec une législation qui est différente, forcément tu vas y mettre des freins. Et si tu passes par une agence immobilière qui va tout gérer à distance, tu peux être certain d'une chose, c'est que c'est elle qui va manger toute ta marge. Donc oui, investis à Dubaï si tu t'apprêtes à y passer 3, 4 mois, 6 mois par an ou même à y vivre. Mais vraiment, moi c'est vraiment un conseil que je peux te donner parce que là actuellement, je fais cette vidéo, je suis à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. J'ai tout mon patrimoine immobilier qui est en France et j'ai un petit peu de mal parfois à le gérer. Alors heureusement, tout va très bien, mais lorsqu'il y a des travaux à faire, etc., eh bien, ça ne remplacera jamais les yeux du propriétaire sur le bien. J'ai des amis, j'ai des contacts, j'ai des relations très fiables qui s'occupent de ces choses-là pour moi, mais quand même, je suis obligé de solliciter des personnes externes pour faire en sorte que mon patrimoine soit parfaitement maintenu parce que je le fais moi-même. Et je sais par expérience que si vous sous-traitez tout à une entreprise qui va s'occuper d'absolument tout, eh bien, la marge ira uniquement pour elle et vous, il va vous rester vraiment des clopinettes. Donc vraiment, faites attention et respectez cet adage que les anciens disaient, ou en tout cas, moi, mon mentor qui a plus de 90 ans aujourd'hui, m'a dit: Rodolphe, on n'investit jamais mieux que du haut de son clocher. Donc, je ne dis pas qu'il faut investir obligatoirement dans votre ville, je dis simplement qu'il faut que vous puissiez investir dans un bien qui n'est pas trop loin de chez vous. Maintenant, la question suivante, la question de RG. Bonjour, avec une SCIS, la fiscalité reviendrait-elle à peu près au même niveau que la fiscalité en LMNP? Alors effectivement, on retrouve la même fiscalité en IS et en LMNP, sauf attention à la fiscalité de la plus-value. À l'IS, c'est la plus-value des professionnels, tandis qu'en LMNP, c'est encore, ou tout du moins avant CAP 2022, on ne sait pas à quelle sauce le LMNP sera mangé, mais en LMNP actuellement, c'est la plus-value des particuliers. Donc, on amortit pendant l'exercice, mais on ne comptabilise pas l'amortissement lors de la revente, lors du calcul de la plus-value des particuliers. Ensuite, on passe à la question de Florian Emery. Merci pour cette vidéo. Est-ce nécessaire d'avoir une SCI, donc une société civile immobilière, pour être sur le BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, ou cela peut se faire sur ma déclaration en nom propre? Alors Florian, dans ton commentaire, je vois que tu mélanges deux notions fondamentales. Il y a les BIC d'un côté, donc les bénéfices industriels et commerciaux, et de l'autre côté, il y a la société civile immobilière qui est soit transparente et qui est donc imposée à l'impôt sur le revenu, soit elle est opaque et donc elle n'est pas transparente, elle est à l'IS et là elle va simplement payer l'impôt sur les sociétés et si elle génère des bénéfices, tu pourras toucher ces bénéfices en payant l'impôt sur les dividendes. Mais BIC et SCI, c'est tout à fait deux choses séparées. Lorsque tu vas louer un bien en meublé et que tu vas l'exploiter en LMNP ou en LMP en fonction de tes revenus, de ce que va générer tes loyers par rapport à tes autres revenus, tu pourras peut-être exiger d'être au LMP ou à rester en LMNP. Mais LMP, LMNP, ça génère des BIC, tandis que SCIR génère de l'impôt qui va se retrouver sur l'impôt sur le revenu
plus prélèvements sociaux, ou IS qui va directement être soumis à l'impôt sur les sociétés, qui va être imposé sur les bénéfices à 15% jusqu'à 38 120 euros et à 28% au-delà de 38 120 euros et ensuite à 33% au-delà de 500 000 euros de bénéfices. Maintenant, passons à la question de Arnaud Ouranos. Bonjour Monsieur Rodolphe, peut-on acheter des équipements d'occasion ? Comment le justifier d'un point de vue comptable? Merci infiniment pour vos vidéos. Alors si tu achètes un bien, un meuble, une télévision à un particulier et que cette télévision tu vas l'installer dans ton logement que tu vas louer en LMNP, eh bien tu ne peux pas obtenir de facture parce qu'un particulier ne peut pas donner de facture. En revanche, vous pouvez très bien demander une attestation de vente. Une attestation de vente, c'est un document sur lequel Monsieur Durand atteste qu'il a vendu à Monsieur Dupont sa télévision avec le modèle, le numéro de série, pourquoi pas des photos, une date, une preuve de paiement. Si ça a été payé en chèque ou en liquide, on dit que ça a été fait soit en chèque, soit en liquide, mais ça reste simple et c'est un document sur lequel on pourra ensuite calculer les amortissements. Après, il n'y a pas de texte de loi qui autorise ce mode opératoire, il n'y a pas non plus de texte de loi qui l'interdit. Donc voilà, une fois de plus, on est confronté à une incohérence au niveau de la législation. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est paralégal? Est-ce que c'est illégal? Une fois de plus, on va naviguer dans l'épaisseur du trait. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez ce document-là et que vous avez un contrôle, eh bien vous attestez que vous avez bien fait une dépense pour un meuble que vous allez amortir. Donc comptablement, ça devrait passer. Mais j'aimerais pouvoir vous dire que je suis sûr à 100%. Malheureusement, je ne le suis pas. Chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Posez-moi toutes les questions en commentaire. Vous savez maintenant que je lis et que je réponds à absolument toutes les questions que vous me posez. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et enfin, n'oubliez jamais que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!